Chers auditrices et auditeurs de AED, bonjour et merci de nous rester fidèles. Suite à notre commentaire sarcastique et sévère à l'encontre des universitaires camerounais ayant pris part au débat désastreux sur les antennes de Amplitude FM de Yaoundé, l'un d'eux a accepté de répondre à nos questions. Prenant l'impartialité, l'objectivité et la liberté d'expression, nous sommes allés à la rencontre de Mathias Eric Owonangini. Le politologue et enseignant chargé de cours à l'université de Yaoundé 2 revient donc pour vous, chers auditeurs, sur des éléments décisifs faisant la lumière sur tout ce brouhaha qui a sidéré nombreux compatriotes. Il fera donc le point sur la nature exacte du débat pour lequel ils étaient invités. Il apportera également des précisions sur les raisons de la scène de présentation théâtrale des diplômes ayant sidéré plusieurs d'entre vous. Il donne aussi, d'un point de vue général, son analyse sur la passion des compatriotes pour l'agitation des parchemins académiques ou universitaires plutôt que leur production intellectuelle ou non dans le débat public. La régie m'informe qu'il nous attend déjà de l'autre côté du bout de fil. Sans plus tarder, nous allons retrouver, chers auditeurs et auditrices, notre illustre invité. À tout de suite. Oui, allô? Eric Mathias Owonangini, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation à faire le point sur ce qui s'est réellement passé lors du débat qui a fait tant couler de salive. Alors, pourquoi avoir accepté un débat relatif à la non-application des arrêts de justice, finalement transformé en polémique désastreuse sur les droits d'auteur? C'est imposé à nous. Charles Ateba-Yene et moi, Mathias Eric Owonangini, avons été sommés en quelque sorte de rentrer dans une polémique qui a été ouverte par monsieur Bernard Mbayolo, Bilicho, qui, disant parler au nom de notre collègue Jean-Cavin Abayono, a remis en question notre capacité à assurer respectivement pour Ateba la postface et pour moi la préface de l'ouvrage de monsieur Jean-Magloire Laté, intitulé Les psychodrames consécutifs à la non-exécution des décisions de la Cour suprême par l'État du Cameroun. Il a estimé que les questions traitées dans cet ouvrage relevaient du droit administratif et particulièrement de la partie du droit administratif qu'on appelle le contentieux administratif, qui s'occupe en fait des litiges entre l'administration et les usagers. Donc, monsieur Bayolo, alias Bilicho, a remis en question notre compétence et il nous a demandé de venir débattre avec lui sur les ondes d'Amplitude FM, de manière à démontrer au grand public que nous n'avions pas de compétences pour effectivement présenter le livre de monsieur Jean-Magloire Laté, un livre qu'il a copieusement dénigré à l'occasion. Monsieur Jean-Magloire Laté m'a appelé pour me dire ce que Bilicho avait dit sur les ondes d'Amplitude FM et il m'a indiqué que Bilicho demandait qu'il y ait un débat avec Jean-Cavin Oyono-Élu d'un côté, puis Jean-Magloire Laté, Charles Ateba-Yene et moi de l'autre. J'ai accepté l'idée parce qu'évidemment j'étais irrité par ce qui semblait être dit, qui laissait croire que nous n'avions pas compétence pour assurer la présentation de l'ouvrage de M. Jean-Magloire Laté. Je me suis donc rendu, je pense que c'était le mardi 7 août, dans les studios d'Amplitude FM, croyant y retrouver aussi bien M. Mbayolo Bilicho que mon collègue Jean-Cavin Abayono. Malheureusement, aucun des deux n'est venu. Je me suis contenté, interrogé alors par le présentateur de l'émission Martinez Zogo, de dire pour quelle raison j'avais accepté de préfacer l'ouvrage de M. Jean-Magloire Laté. J'ai indiqué que cela était
demandé par le fait que l'ouvrage touchait à la question de l'état de droit. Et j'ai indiqué pourquoi un politologue, qui plus est un politologue qui, dans son parcours, a eu à faire des études de droit, était tout à fait compétent pour aborder cette question de la non-exécution des décisions de la Cour suprême par l'État du Cameroun. Et j'ai à plusieurs reprises, par rapport à cette controverse, indiqué que la question de l'état de droit, c'est une question qui peut être abordée par les juristes, qu'ils soient de droit privé ou de droit public, par les sociologues du droit, par les politologues qui font ce qu'on appelle la sociologie des institutions et du droit, et par les philosophes du droit ou les philosophes politiques. Ce n'est donc pas globalement une thématique qui serait la propriété de quelques disciplines ou de quelques sous-disciplines que ce soit. C'est dans ces conditions que j'ai accepté de débattre. Malheureusement, n'ayant pas vu Monsieur Abayono lors de ce débat du 7 août, je ne sais pas si c'était le 7 août ou le 8 août, c'était mercredi plutôt que mardi, et je suis revenu la semaine d'après le mardi. Je pense que le mardi ça devait être le 13 août. Et là, M. Mbayolo était là, et Charles Atebe, Jean Magloire Laté aussi était là. En plus de Martinez Obo, il y a eu Jean Bruno-Tagne qui est chargé des questions politiques du quotidien Le Jour, qui est également venu pour arbitrer ce qui devait être le débat entre M. Jean Calvin et Bernard Ayolo d'un côté, et puis de l'autre côté, Charles Atebe, Mathias Eric Onangini que je suis, et aussi Jean Magloire Laté. Malheureusement, Monsieur Abayono n'est pas venu. Nous nous sommes donc retrouvés avec simplement d'un côté Billy Shaw, Bayono, et de l'autre donc 3 personnes. Oui. Et c'est dans ces conditions que ce qui devait être un débat a commencé, mais en réalité les données étaient déjà faussées. Oui, vous l'avez rappelé effectivement. Voilà. Oui, vous l'avez rappelé. C'est complètement la conduite du débat. Voilà. Tout à fait. Et puis, vous avez également, dans un premier échange qu'on a eu, via les mails, fait allusion à une manipulation de monsieur Billy Shaw. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a une manipulation derrière cette histoire? Bien entendu, bien entendu. Pourquoi monsieur Billy Shaw intervient dans le débat? Il intervient dans le débat parce que Billy Shaw est très impliqué dans tout ce qui touche aux droits d'auteur et aux droits voisins. On l'a retrouvé de manière récurrente dans toutes les controverses qui ont concerné ce champ du droit, le droit de la propriété littéraire et artistique. Et Billy Shaw est assez proche pour l'instant de Jean Calvin Abayono, qui est le président de la commission permanente de médiation et de contrôle, qui en réalité assure la relation entre le ministère des Arts et de la Culture et les sociétés civiles de droit d'auteur. D'accord. Comme M. Jean Magloire Laté, qui a écrit l'ouvrage, a indiqué qu'en 2008, Jean Calvin Abayono soutenait que la SOCAM, qui est l'une des sociétés civiles de droit d'auteur dans le domaine musical, était illégale, et que en 2013, maintenant qu'il est président de la commission permanente de médiation et de contrôle, Jean Calvin Abayono soutient que la SOCAM est illégale. M. Abayono s'en est irrité, et c'est en réalité ce qui a permis à ce collègue, parce qu'il est d'abord enseignant de droit administratif et particulièrement de contentieux administratif, de commencer à travers Billy Shaw à dénigrer l'ouvrage de M. Jean Magloire Laté et à attaquer donc son préfacier que je suis et le postfacier qu'est Charles Atebe. Pourquoi vous attaquez? Est-ce qu'il y a autre chose en dehors de cette préface que tous les deux vous avez commise, ou alors vous pensez qu'ils ont estimé... Bien entendu, il y a un certain nombre d'éléments dans certains milieux du régime et où l'ethnocentrisme règne abondamment. Oui. Certains des barons, surtout ceux du Sud, acceptent mal que deux personnes
justement de l'action gouvernante du président Biya. Encore que le positionnement de Charles Atebe Yeune et le mien ne sont pas strictement identiques. J'allais le préciser, j'allais justement le dire. Et cadre du RDPC, voilà. Membre suppléant du comité central du RDPC. Moi, je ne suis affilié à aucun parti politique. Je suis un universitaire, un chercheur et puis un intellectuel d'opinion en même temps. Tout à fait. Donc, on n'a pas le même positionnement, mais toujours est-il que nos analyses et prises de position sont ressenties comme des gens qui sont très critiques du pouvoir. Et d'ailleurs, souvent, certains ont dit que oui, c'était les jeunes de l'océan, parce que nous sommes tous deux originaires du département de l'océan qui dérangeaient. Donc, oui. Il y a cet élément-là. Il y a le fait aussi, et cela est vrai particulièrement pour Charles Atebe Yeune, que ces derniers mois, il a abondamment attaquer certains des réseaux qui sont censés structurer le pouvoir, notamment les réseaux liés aux différentes sociétés et loges initiatiques. Et cela ne lui vaut pas que des sympathies dans les milieux du pouvoir. Et ce qui était une intuition de ma part m'a semblé matérialisé par le glissement de la polémique au fur et à mesure que l'échange s'est développé à l'occasion de cette émission entre Mbayolo d'un côté et nous, parce que là, clairement, ces sous-entendus politiques ont commencé, évidemment, à émerger. Et c'était en réalité l'une des motivations de tout ce jeu aussi. D'accord. Merci encore, Monsieur Mathias Eric Ronogini, pour toutes ces précisions qui méritaient d'être faites. Cependant, on ne peut pas manquer de relever quand même un élément fort pendant ce débat. C'est celui relatif à la présentation aux caméras ou alors aux auditeurs des parchemins académiques des deux autres intervenants à ce débat. Alors, nous on a une question. Qu'est-ce qui peut expliquer selon vous cette passion qu'ont les compatriotes de l'intérieur comme de l'extérieur à toujours agiter le parchemin universitaire plutôt que leur production, qu'elle soit universitaire ou non, dans le débat public? Non, le problème en réalité c'est la structure de la situation qui a imposé cela. Parce qu'à partir du moment où Bilicho disqualifiait Charles Atebe Yeune et moi de pouvoir légitimement postfacer l'ouvrage de Jean Magloire Laté, cela pouvait conduire justement à une situation de ce type, parce que ce qui était mis en question, c'était notre capacité technique, puisque l'un des reproches, parce qu'il nous a à plusieurs reprises copieusement dénudé sur les ondes d'Amplitude FM, c'est que nous parlions de tout, et que nous savions tout, et en fait c'était une manière de dire qu'en réalité nous n'étions pas compétents d'un point de vue technique sur les questions à propos desquelles nous intervenions, en particulier celles qui étaient abordées dans le livre de M. Jean Magloire Laté. Or, Bilicho étant un animateur, cela pourrait avoir un effet désastreux sur l'opinion publique. D'accord. Et voilà pourquoi, dans sa stratégie de riposte, Charles Atebe Yeune a effectivement tenu à présenter les diplômes, parce que dans sa posture rhétorique, il s'agissait de démasquer Bilicho en disant que Bilicho ne peut pas prétendre dans une telle situation avoir une position qui serait une position liée soit des références diplômantes, liées soit des capacités techniques démontrées par des contributions, même si il pouvait ne pas avoir de diplôme. Voilà pourquoi l'échange a commencé par cette présentation assez brutale des références académiques, mais qui campait un peu la logique qui sous-tendait ce qui aurait pu être, si Abba Yeune avait été là, un vrai débat sur l'état de droit. Mais en réalité, ceux qui nous critiquaient n'avaient pas intérêt à ce qu'il y ait un vrai débat sur l'état de droit, parce que dans leur posture, c'était extrêmement difficile de démontrer qu'il y avait l'état de droit à partir du moment où, à plusieurs reprises, les organes de l'exécutif, soit les autorités politiques, soit les autorités administratives, refusaient d'appliquer les décisions de la plus haute
instance judiciaire qui est la Cour suprême. Ils ont donc commencé en réalité un travail qui était en fait une manœuvre idéologique visant à nous dénigrer auprès d'un large public. Et c'est ça qui a appelé la mise au point brutale. Oui. À la télé, qui s'appuyait donc sur la présentation des références académiques. Et même si cela peut paraître sordide à certains, ou cela peut paraître sordide à certains, dans la situation, cela me semblait nécessaire parce que en réalité, c'est Billy Shaw qui a créé cette situation et ses commanditaires. Il fallait précisément pour démasquer la manœuvre, parce que Abaye m'a refusé d'apparaître publiquement, de montrer que Billy Shaw ne pouvait pas prétendre participer à ce débat si on considérait ce débat comme un débat technique. Tout à fait, c'est là où je vais en venir. Si ça avait été un débat d'opinion, oui. Si ça avait été un débat d'opinion, il est tout à fait légitime, même pour un universitaire, de discuter avec quelqu'un qui ne soit pas universitaire, parce que là, ce sont des opinions qui sont en jeu. Mais dans un débat où il nous refusait toute compétence technique, à la limite même toute compétence statutaire, l'une des stratégies pour le répondre, c'était précisément de montrer les références statutaires, quitte à ce que ça prenne cette forme un peu brutale, à laquelle moi je n'ai pas été associé parce que pour moi, de toute façon, il n'y avait pas lieu de venir faire un étalage de mes diplômes. Je ne suis pas dans ce genre de jeu. Oui, donc vous confirmez. Je comprends bien en fait ce qu'il y avait derrière la démarche de Charles Atedai. Oui, monsieur Mathias Ikoungini, merci encore pour la précision parce que pour les auditeurs de cette bande audio, il y a eu à un moment donné un flou sur la nature exacte de votre échange. Maintenant, on comprend que c'était un échange technique, vous précisez. D'accord. Mais on va revenir sur ce point. Vous dites vous-même que vous n'avez pas eu besoin de présenter vos diplômes. Mais vous reconnaissez quand même que de plus en plus dans notre milieu, c'est-à-dire les compatriotes camerounais, procèdent par une passion incompréhensible à l'agitation de leur parchemin académique, très souvent dans les débats publics, alors qu'on attend leur production. Ça au moins vous êtes d'accord. Et vous êtes aussi d'accord, je suppose, parce que vous venez de le dire, que la façon de répondre à Billy Shaw n'est pas absolument celle qui consiste à ressortir son diplôme également pour dire je suis compétent. Non, le problème, je vous dis, c'est qu'il ne faut pas voir ce débat en dehors de ce qu'il est vraiment. Il est dans un contexte particulier. Je vous Tout à fait. Ça, oui. Et dans cette manipulation, on a bien compris. Il y a ces éléments. Tout à fait. Maintenant, il faut bien distinguer ça. Si ça avait été un débat où Billy Shaw s'était contenté de remettre en cause des positions sans indiquer que nous n'avions pas de compétences techniques, d'accord. On serait venu discuter. Tout à fait. Même sans évoquer les diplômes, mais le problème c'est qu'il a passé le temps, effectivement, à carrément nous insulter. Et donc, Ateba lui l'a très mal pris parce qu'il était très en colère quand Billy Shaw nous a copieusement dénigré à l'occasion d'une des éditions d'Amplitude. Maintenant, le problème que vous posez, il est lié en fait à la nature sociologique et historique de l'État camerounais. C'est quoi l'État camerounais? L'État camerounais, c'est un État qui en réalité est à la fois post-colonial et néocolonial. C'est-à-dire qu'en fait, il reproduit les structures de la colonisation. Or, dans la colonisation, l'un des titres de noblesse qui donnait accès aux positions d'éminence, aux positions avantageuses, aux positions d'influence, c'était la capacité à avoir réussi ses études et donc à exercer des diplômes qui devenaient alors comme des certificats d'excellence. Non simplement l'excellence académique, mais également la capacité à revendiquer à partir de ses performances scolaires et des diplômes et certificats liés d'avoir accès à des statuts sociaux privilégiés. La société camerounaise reste une société qui est encore fondamentalement façonnée par l'esprit de la bureaucratie coloniale et les types de stratification de la société qui sont produits par la bureaucratie coloniale. Et là, ça conduit effectivement
à une espèce de fétichisme du diplôme. Et ce fétichisme du diplôme, d'ailleurs, est à l'origine de la perversion du système scolaire camerounais, parce que les gens ont fini, justement, comme le diplôme est considéré comme quelque chose d'important, par ne plus accorder véritablement d'attention au contenu que le diplôme est censé refléter, c'est-à-dire la formation, bien sûr, la capacité à maîtriser les domaines disciplinaires dans lesquels on est diplômé. On s'est simplement intéressé au titre, et à partir de ce moment donné-là, on a essayé d'acquérir ce type par des moyens qui ont été souvent malhonnêtes et déloyaux à travers des manœuvres de corruption et de fraude. Ça, c'est un problème réel, personne ne peut dire le contraire au Cameroun. Ensuite, dans les stratégies de domination du système gouvernant en place et de ses élites, la prétention et la revendication d'une légitimité savante et d'une légitimité lettrée est toujours présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la manipulation idéologique que le système utilise, il fait toujours référence au statut de ceux qui viennent défendre parfois des arguments qui n'en sont pas, et des argumentations tout à fait, qui en fait ne relèvent que de l'argutie. Donc ça, c'est effectivement un mauvais côté de notre société. Ça, c'est incontestable. Mais précisément, voilà pourquoi il fallait aussi répondre sur ce terrain-là. Parce que ce qui le faisait en réalité, c'était dans le but de nous discréditer. C'est-à-dire d'établir le fait que nous ne serions que de simples intellectuels, je dirais pour les taroïdes, comme disait Max Weber, qui n'ont aucune référence, qui n'ont aucune spécialisation et qui en réalité sont de purs démagogues et de simples rhéteurs. Tout à fait, merci. Alors, on ne peut pas nier quand même les conséquences qui peuvent être à la fois morales et politiques d'une telle attitude sur l'opinion en général et sur la jeunesse en particulier. Quelles sont les pistes que vous aujourd'hui préconiserez aux médias soucieux de la construction d'un espace politique moralisé, performant, pour lutter, n'est-ce pas, contre cette dérive de la diplomite? Vous avez prononcé le mot la dernière fois. Oui, mais la lutte, en fait, c'est de voir un débat qui porte en réalité sur des problèmes substantiels, sur des contenus concrets, et où le débat, en fait, se fonde essentiellement sur la qualité des arguments et sur la pertinence de l'argumentation, non sur la présentation statutaire que les gens font, à condition de bien indiquer dans quel type de débat on se trouve. Les débats scientifiques ne sont pas tout à fait des débats d'espace public. Tout à fait. Si c'est un débat d'espace public, on n'a pas à évoquer des qualités statutaires en termes de diplôme ou de positionnement, je dirais, académique. Mais si ce sont des débats techniques, là, on peut effectivement recourir au diplôme, mais le diplôme, là non plus, ne suffit pas. Ce qui est important même dans un débat technique, ce sont les arguments techniques qu'on présente, et non la qualité statutaire qu'on exhibe. D'accord. Donc, même dans le cadre d'un débat académique, le débat se ferait autour des arguments, des données, des raisonnements, des faits qui sont présentés par ceux qui débattent, et on n'évoquerait plus les qualités. Et là aussi, on a vu la manifestation dans le champ universitaire de cette dérive qui en réalité est une espèce d'esprit mandarinal où des gens en réalité qui n'ont pas les arguments s'appuient simplement sur leur position statutaire supérieure hiérarchiquement pour neutraliser ceux qui sont leurs contradicteurs. Ça aussi c'est une mauvaise habitude dans notre société camerounaise. Oh. Merci monsieur Mathias Eric Onongili pour toutes ces explications. Nous allons aborder, avant de nous séparer, un dernier point. C'est Billy Shaw qui va le dire sur nombreuses antennes de radio. Il dit ceci: si mon père avait été ministre ou agrégé, j'aurais été tout au moins aussi agrégé. Est-ce que ce genre de propos vous irrite? Enfin, souvenez-vous de la persistance vous liée à votre filiation, qui a tendance à vous dévaloriser. En somme, êtes-vous victime d'une chasse aux sorcières? Bon, je sais pas, j'ai pas le complexe du persécuté,
chasse aux sorcières. Ce que je sais, c'est que dans les milieux du pouvoir, beaucoup n'apprécient pas la posture qui est la mienne. Et justement, l'un des pseudo-arguments, l'évocation de ma filiation et la volonté de réduire mes capacités aux conditions privilégiées que j'ai eues pour mon éducation, pour ma formation, c'est une ligne habituelle d'argumentation choisie par des contradicteurs qui n'ont pas souvent la capacité de faire face à mon raisonnement. Je suis habitué à cette manière de voir les choses qui en réalité est également motivée par des manipulations idéologiques. Et en fait, il s'agit d'éviter que les gens s'intéressent à ce que je dis au fond de mes arguments pour essayer de les dénigrer et de les dévaloriser par l'évocation de mes origines familiales. C'est une tactique qui a été souvent utilisée par les représentants du pouvoir. D'accord. Nous allons d'ailleurs ajouter, n'est-ce pas, que votre papa, dans une interview accordée à une chaîne de télévision de la place camerounaise, notamment STV2, rappelait que vous avez eu votre bac très jeune, à l'âge de 14 ou 15 ans. Donc je pense qu'ils sont nombreux, des anciens ministres au Cameroun, qui n'ont pas forcément des enfants qui ont eu un bac à cet âge très jeune là. Donc c'est tout dire. Alors, Monsieur Mathias Eric Ononguini, nous vous remercions et comprenez que nous fassions cette précision de la fin qu'on venait de faire, hein, parce que il est important que les jeunes comprennent que la réussite est ouverte à tout le monde et qu'on n'a pas la réussite avec soi parce qu'on est né d'un parent ministre. Nous avons le devoir, voire l'obligation de combattre ce genre de propos. Vous comprenez pourquoi nous le disons? Dans tous les cas, il faut toujours travailler, même quand on a des conditions privilégiées, on peut les gâcher si on ne travaille pas. Voilà. Donc je suis un ancien éducateur, donc je me permets de prendre cette position. Voilà, ce n'est pas parce que vous manquez de moyens pour vous défendre. D'ailleurs, vous vous défendez très bien là-dessus. Oui, à tous ceux qui nous écoutent, donc nous venons d'avoir Mathias Eric Ononguini sur des éléments qui étaient nécessaires dans la compréhension de ce débat que nous avons qualifié de houleux, de désastreux, un grand brouhaha. Merci Monsieur Mathias Eric Ononguini d'avoir accordé à notre média ce point. Si vous avez un dernier mot, nos auditeurs vous écoutent. Le dernier mot, en fait, je dirais, c'est que le Cameroun évolue dans plus de sérénité et sorte de ce que j'ai appelé une profonde corruption de l'esprit. Le Cameroun serait donc, d'après le politologue ancien à l'université de Yaoundé de Mathias Eric Ononguini, plongé dans une profonde corruption de l'esprit. Tel sera donc également le mot de la fin de ce point téléphonique. Tous nos remerciements à nos collaborateurs et partenaires ayant permis la réalisation de ce point, notamment le journaliste Alain Jules et le sociologue, le docteur Raoul Kutukwachet, et modestement votre serviteur, NHL, administrateur général de AED. Merci.